Emmanuel Ratier, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à cet entretien à la librairie Notre-Dame de France dans le 5e arrondissement de Paris. Vous allez présenter le livre Le vrai visage de Manuel Valls en nous apportant quelques éléments nouveaux. Alors, première question, pourquoi n'apparaissez-vous pas avec votre visage sur les vidéos que vous faites depuis un certain temps? Pour préserver ma tranquillité et celle de ma famille. Ma librairie a déjà été attaquée 2 fois. J'ai fait l'objet, c'est trop long pour en parler ici, d'attaques, mais j'avais été prévenu à mon domicile ou à d'autres endroits. Et donc j'ai tenu à préserver au maximum mon visage, de manière à ce que je puisse me rendre en plus dans un certain nombre d'endroits. Je parle par exemple de réunions politiques de gauche ou d'extrême gauche, ou d'autres endroits du même type où je ne pourrai plus aller le jour où on connaîtra mon visage. Donc c'est afin de me permettre d'exercer mon travail de journaliste d'investigation dans les conditions les meilleures possibles. Cet anonymat, en fait, vous permet d'aller dans des milieux aujourd'hui, de faire des investigations dans des milieux où, si vous étiez connu par vos traits, vous ne pourriez, enfin, vous pourriez avoir des ennuis finalement. Mais pour être très clair, quand j'ai publié Mystère et secrets du Mnaïmrite, l'essentiel des archives que j'ai trouvées, je les ai trouvées à la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle. D'où l'utilité de ne pas se faire reconnaître Voilà. directement. Je pense que, d'ailleurs, j'y suis retourné depuis, on m'a mis à la porte. D'accord. Voilà. Donc le métier d'investigateur de terrain devient dur. Devient très difficile et les gens qui racontent leur vie, qui mettent des photos, des vidéos, leurs passions, etc., sur des sites comme Facebook, ne se rendent absolument pas compte de ce qui va leur arriver parce que pour peu qu'ils ne soient pas dans une pensée conforme et qu'ils soient donc dissidents, anticonformistes, alternatifs, etc., on leur reprochera encore dans 30 ans en utilisant ce qu'ils ont pu publier quand ils avaient entre 15 et 18 ans. Voilà. D'accord. Ça n'est qu'à nous qu'on le fait, hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. L'extrême gauche, c'est très très bien vu de venir de l'extrême gauche. Mais veut dire de ce qu'on peut appeler le milieu, par exemple, national ou le milieu catholique de tradition, c'est très mal vu. Alors, sur ce livre, quoi de neuf? Mais je dirais, ce qui est extraordinaire, c'est que cumulé sur Internet, les vidéos qui m'ont été consacrées ou que j'ai publiées totalisent plus d'1,6 million vues. Le livre se situe dans les 100 premières ventes sur Amazon, bien qu'il soit distribué dans très très peu de librairies, uniquement les librairies amies, comme la librairie Notre-Dame de France. Et on peut dire quand même que c'est un succès. Et ce livre n'a fait l'objet d'aucune recension, y compris, ou je devrais dire bien évidemment hostile, hormis 4 lignes dans le Point de cette semaine, où le journaliste a interrogé Matignon, et il lui a été répondu qu'il ne serait fait aucun commentaire sur cet ouvrage. Donc il y a véritablement une conspiration du silence, j'appelle ça la stratégie de l'Edredon, parce que c'est un livre qui est inattaquable. Tous les éléments peuvent être vérifiés, tous les éléments sont sourcés, tous les éléments, en réalité, sont publics, même si les journalistes ou les personnes politiques ou les personnes des associations communautaires étaient forcément au courant, mais ne l'utilisez pas. Manuel Valls est un homme qui a l'habitude de porter plainte pour diffamation très facilement. J'attends sa plainte avec sérénité, mais je ne pense pas qu'elle viendra. Ils ont décidé d'étouffer ce livre. Donc c'est pour ça que je trouve très bien qu'il y ait des sites d'information alternatifs qui m'interrogent, parce que c'est le seul système pour passer au-delà de cette conspiration du silence. Alors que c'est un ouvrage qui intéresse, à mon avis, tous les Français, puisque Manuel Valls a de fortes chances d'être candidat aux élections présidentielles en 2017, ou au pire, en 2022. Et d'autre part, c'est quand même l'ancien ministre de l'Intérieur qui, par exemple, a conduit une répression féroce au moment des manifestations, la manif pour tous, jour de colère, ce genre de manifestations qui refusent le mariage homosexuel, un certain nombre de choses, de changements qu'on appelle sociétaux, mais en fait ce sont des changements moraux. Voilà. Et la police de Manuel Valls s'est conduite d'une manière ignominieuse, qui a été ciblée par un certain nombre d'organisations de défense des droits de l'homme européennes et internationales,
Et tous les gens qui ont participé, voire qui ont été interpellés illégalement, etc., s'en sont parfaitement rendus compte que c'était vraiment 2 poids, 2 mesures. Et donc, une fois de plus, on assiste, ce que j'explique, à mon avis, d'une manière argumentée dans cette biographie, à une nouvelle réécriture, une nouvelle facette de Manuel Valls, qui a quand même le culot de se présenter à Rome pour la canonisation de 2 papes, alors qu'il n'a pas arrêté de mettre des bâtons dans les roues des catholiques de France. Il avait fait ce reproche à François Fillon quand il s'était rendu à Rome pour une canonisation. Et donc à ce moment-là, le PS dans son ensemble avait dit « c'est scandaleux la défense de la laïcité ». Donc Manuel Valls est un spécialiste. Il dit quelque chose un jour, il dit le contraire le lendemain, et en plus il est un peu comme les maoïstes ou les trotskistes repentis, qui sont passés du trotskisme au libéralisme dans le pire sens du terme, qui ont le culot, alors qu'ils se sont toujours trompés avant, de donner encore aujourd'hui des leçons de morale et de prétendre des choses qui sont fausses. C'est une manière de faire de la dialectique, mais pensez-vous pas plutôt que finalement ce serait la puissance, la force de frappe des médias alternatifs qui serait actuellement en jauge avec une stratégie d'étouffement? Voir quelle est exactement, comment vous allez finalement pouvoir atteindre le Premier ministre avec cet ouvrage. De toute façon, je crois que le Premier ministre, il l'a atteint depuis longtemps. Mais comment se voient les effets concrètement? Ce que je pense, c'est qu'il va falloir jouer à la marche, c'est-à-dire il va falloir jouer sur les sites internet en Suisse, puisqu'une partie de la famille de Manuel Valls est suisse, en Espagne. D'ailleurs, j'ai constaté avec surprise, le premier site à en avoir parlé en Espagne est un site anarchiste, catalan, qui reprend les informations en disant, en gros, nous vous l'avions bien dit, c'est la bourgeoisie catalane, etc., qui est aux affaires en France. Voilà. Et je pense qu'également, il y a des gens qui seraient quand même intéressés aux États-Unis par connaître les positions, pour les moins extrêmement prononcées, pour les moins très engagées, de Manuel Valls durant au moins une trentaine d'années quant à la Palestine et son opposition totale à Israël pendant, je le répète, entre au moins 25 à 30 ans. Même s'il a effectué un revirement depuis, c'est un revirement récent sur peu d'années. Oui. Je pense que c'est une des grandes révélations de ce livre, c'est que personne n'était au courant des positions, je répète, extrêmement marquées. Il était par exemple vice-président de l'association de solidarité, de groupe d'études à l'Assemblée nationale d'études sur les territoires palestiniens, il en était vice-président, et en font partie évidemment des gens qui sont très engagés. Il a jumelé sa ville avec le plus grand camp de réfugiés palestiniens du monde, le camp de Khan Younis, qui se trouve dans le territoire de Gaza. Et ce sont des choses que les gens ne connaissent absolument pas. Et lui se présente comme le grand ami d'Israël, etc., éternellement lié à Israël et à la communauté juive. Pour moi, c'est une attitude sans doute de façade. Prévoyez-vous des traductions, peut-être en espagnol, en russe? Non, je ne crois pas qu'il faut rêver. Je crois que Manuel Valls, pour le moment, n'intéresse, et encore peu, n'intéresse que les Français. Je crois que pour le moment, c'est un personnage franco-français. Peut-être est-il appelé à un avenir plus important. Petit à petit, il atteint son point d'incompétence. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois que c'est véritablement l'homme qui monte. C'est une des 2 branches de l'alternative qui seront disponibles pour le PS en 2017. Ça sera soit François Hollande, soit Manuel Valls, mais il n'y en a aucun autre. Les autres sont sortis du jeu. D'accord. Donc c'est pour ça que cet homme va peser encore pendant très longtemps à l'intérieur des structures du PS. Moscovici a été éliminé, Ségolène Royal a fait un tour de piste, mais elle ne reviendra pas, Laurent Fabius est trop âgé, etc. Donc on se rend compte qu'à l'intérieur du Parti Socialiste, c'est le même candidat, en gros mondialiste, européiste, que ce soit François Hollande ou Manuel Valls, c'est la même ligne qui sera incarnée en 2017. Une ligne qui va parfaitement d'ailleurs avec par exemple un recentrage de Nicolas Sarkozy. Puisque Nicolas Sarkozy, il ne faut pas l'oublier, a proposé à plusieurs reprises à Manuel Valls d'être ministre dans son gouvernement. Ce qu'il avait refusé. Mais il ne s'est pas caché pour dire qu'effectivement, on lui avait proposé. Et je pense qu'il y a une certaine vision commune d'un certain nombre de points
et que globalement, c'est toujours le règne de l'UMPS. D'accord. Et qu'attendiez-vous, finalement, à l'origine de ce livre quand vous l'avez publié? J'attendais rien du tout. J'ai publié je suis un peu un spécialiste des biographies, j'ai publié 2 dictionnaires de la politique française avec des centaines de biographies, un gros ouvrage sur les siècles avec 2500 biographies. J'ai publié des ouvrages très spécialisés, dictionnaire changement de nom, pseudonyme, etc. Un ouvrage sur les chrétiens de gauche avec des biographies, etc. Donc là, j'ai fait une biographie un peu plus développée. D'accord. Mais il m'a semblé qu'il était important d'apporter des éléments vraiment nouveaux sur celui qui était le Premier ministre, puisque quand on lit les médias, ou quand on lit la biographie officielle de Manuel Valls, la biographie autorisée, ce sont toujours les mêmes histoires qui se répètent. Et les journalistes ne sont pas allés fouiller, n'ont pas atteint l'os de Manuel Valls. Ils ne sont pas allés dans le détail, ils sont passés, je dirais, à côté pratiquement de tout ce qui est important. Je vais seulement vous donner un exemple. Quand vous osez présenter le père d'Emmanuel Valls, je le dis bien parce que ça ne sont pas des attaques contre la famille de Manuel Valls, du côté maternel ou paternel. Ça n'a rien à voir. C'est que Manuel Valls a instrumentalisé sa famille en disant « mon père, réfugié antifranquiste ». Bon, oui. Or, son père n'est absolument pas un réfugié antifranquiste, puisque ses 6 frères et sœurs ont fait toute leur carrière en Espagne. Son propre père, le grand-père de Manuel Valls, a vécu en Catalogne jusqu'à la fin de sa vie. Donc ce ne sont pas des gens des républicains purs et durs qui sont partis en 1939. Bon. Lui-même est arrivé en France en 1949, donc il avait besoin d'un visa de sortie, puisqu'à l'époque c'était un gouvernement quand même de type militaire, assez répressif, et donc on ne sortait pas d'Espagne facilement. En plus pour venir à Paris, puisque Paris était avec Toulouse la capitale des antifranquistes. Bon, à part, c'est un peu Mexique, Amérique latine, mais les 2 grands endroits, c'était Toulouse et Paris. Bon. Et en plus, il arrive avec une bourse à Paris. Donc c'est évidemment pas un opposant affirmé au régime du général Franco. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que dès 1955, ce que je montre dans cet ouvrage, il expose en Espagne, dans de grandes expositions officielles, et il obtient des prix. Il obtient, par exemple, le premier prix de nature morte à la 3e biennale hispano-américaine de Barcelone. Donc bien évidemment, sauf si on pense à un machiavélisme absolument incroyable du général Franco, de son ministre de la Culture, je doute qu'on donne un grand prix de peinture à un opposant au régime qui était en place. Donc pour moi, le père de Manuel Valls, dont Manuel Valls aime à préciser qu'il détestait le régime, qu'il étouffait là-bas, que c'était pour ça qu'il était venu à Paris, etc., qui était un réfugié antifranquiste, sa sœur le dit, etc., on le voit dans la biographie qui est sortie, c'est faux, ce n'est pas un réfugié antifranquiste. En permanence, il a fait, parce que Paris était une ville d'effervescence intellectuelle en matière particulièrement d'art, mais durant toute sa vie, le père de Manuel Valls s'est rendu tous les ans, à plusieurs reprises en Espagne, il passait l'hiver, il passait l'été, il a acheté une propriété en 1953 et y exposait. Voilà. Ce sont des choses très simples, mais on a l'impression que les journalistes ne sont pas capables d'additionner 1 + 1. Et ils disent, il exposait en Espagne, et encore quand ils le disent, il faut vraiment chercher, on le trouve plutôt dans les catalogues des expositions qu'il fait, et en même temps ils disent c'est un réfugié antifranquiste. Mais c'est prendre vraiment les gens pour des crétins. Voilà. Finalement, heureusement que vous existez pour nous dire tout ça. Je sais pas, je pense que... Ça nous permet d'approfondir notre connaissance politique. Je pense que n'importe qui pourrait le faire. Mais je pense que les gens ne le font pas. Voilà. Et c'est ça qui me sidère toujours. Parce que j'ai pas des moyens démesurés. J'ai fait ça en plus de mon travail, en plus de la lettre fait document que je publie tous les 15 jours, en plus de la librairie dont je m'occupe, etc., de la documentation que je fais, etc. Je travaille seul, donc c'est un livre que j'écris très très vite. Je l'ai écrit en 2 mois, voire 3 mois, mais surtout en faisant le reste. Donc en fait, j'écrivais le soir. Voilà. Donc j'ai pas eu le temps de mener une enquête très approfondie, ce que je suis en train de mener actuellement. Et j'ai pas terminé de faire des découvertes. Donc un nouveau livre en perspective. Peut-être un livre plus gros d'ici 1 an, oui. Seconde édition, revue et augmentée. Voilà. Avec des détails, mais sans doute pas corrigé, parce que je vois pas ce que j'ai à corriger, sauf 4 ou 5 coquilles. Avec des détails qui nous permettront d'avoir une connaissance suffisante pour des citoyens éclairés. Je pense que Manuel Valls, qui bénéficie d'une cote très supérieure à celle de François Hollande auprès des Français,
bénéficie de cette cote parce que les Français ignorent le vrai visage de Manuel Valls. Emmanuel Ratier, merci beaucoup pour ces précisions. Merci de cette invitation. Donc, Le vrai visage de Manuel Valls, Voilà. aux éditions Facta, au prix De 16 €. N'hésitez pas à vous rendre évidemment à la librairie Facta, à la librairie Notre-Dame de France, rue Monge, dans le 5e arrondissement de Paris. Vous êtes rue de Clichy, 2 rue de Clichy pour la librairie Facta. D'autres librairies? Oui, il y a ce qu'on appelle les librairies amies dans Paris. Duquesne? Voilà, Duquesne, bien sûr, la librairie Duquesne. nationale, etc. Rue Bartholdi dans le 15e, la librairie nationale. Emmanuel Ratier, merci beaucoup et donc à très bientôt. Merci. Et je suis un peu un spécialiste des biographies. J'ai publié 2 dictionnaires de la politique française avec des centaines de biographies, un gros ouvrage sur les siècles avec 2500 biographies. J'ai publié des ouvrages très spécialisés, dictionnaire changement de nom, pseudonyme, etc. Un ouvrage sur les chrétiens de gauche avec des biographies, etc. Donc là, j'ai fait une biographie un peu plus développée. D'accord. Mais il m'a semblé qu'il était important d'apporter des éléments vraiment nouveaux sur celui qui était le Premier ministre, puisque quand on lit les médias, ou quand on lit la biographie officielle de Manuel Valls, la biographie autorisée, ce sont toujours les mêmes histoires qui se répètent. Et les journalistes ne sont pas allés fouiller, n'ont pas atteint l'os de Manuel Valls. Ils ne sont pas allés dans le détail, ils sont passés, je dirais, à côté pratiquement de tout ce qui est important. Je vais seulement vous donner un exemple. Quand vous osez présenter le père d'Emmanuel Valls, je le dis bien parce que ça ne sont pas des attaques contre la famille de Manuel Valls, du côté maternel ou paternel. Ça n'a rien à voir. C'est que Manuel Valls a instrumentalisé sa famille en disant « mon père, réfugié antifranquiste ». Bon. Oui. Or, son père n'est absolument pas un réfugié antifranquiste, puisque ses 6 frères et sœurs ont fait toute leur carrière en Espagne. Son propre père, le grand-père de Manuel Valls, a vécu en Catalogne jusqu'à la fin de sa vie. Donc ce ne sont pas des gens des républicains purs et durs qui sont partis en 1939. Bon. Lui-même est arrivé en France en 1949, donc il avait besoin d'un visa de sortie, puisqu'à l'époque c'était un gouvernement quand même de type militaire, assez répressif, et donc on ne sortait pas d'Espagne facilement. En plus pour venir à Paris, puisque Paris était avec Toulouse la capitale des antifranquistes. Bon, à part, c'est un peu Mexique, Amérique latine, mais les 2 grands endroits, c'était Toulouse et Paris. Bon. Et en plus, il arrive avec une bourse à Paris. Donc c'est évidemment pas un opposant affirmé au régime du général Franco. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que dès 1955, ce que je montre dans cet ouvrage, il expose en Espagne, dans de grandes expositions officielles, et il obtient des prix. Il obtient, par exemple, le premier prix de nature morte à la 3e biennale hispano-américaine de Barcelone. Donc bien évidemment, sauf si on pense à un machiavélisme, que c'était vraiment 2 poids, 2 mesures. Et donc une fois de plus, on assiste, ce que j'explique à mon avis d'une manière argumentée dans cette biographie, à une nouvelle réécriture, une nouvelle facette de Manuel Valls, qui a quand même le culot de se présenter à Rome pour la canonisation de 2 papes, alors qu'il n'a pas arrêté de mettre des bâtons dans les roues des catholiques de France. Il avait fait ce reproche à François Fillon quand il s'était rendu à Rome pour une canonisation, et donc à ce moment-là, le PS dans son ensemble avait dit « c'est scandaleux la défense de la laïcité ». Donc Manuel Valls est un spécialiste. Il dit quelque chose un jour, il dit le contraire le lendemain, et en plus, il est un peu comme les maoïstes ou les trotskistes repentis, qui sont passés du trotskisme au libéralisme dans le pire sens du terme, qui ont le culot, alors qu'ils se sont toujours trompés avant, de donner encore aujourd'hui des leçons de morale et de prétendre des choses qui sont fausses. C'est une manière de faire de la dialectique, mais pensez-vous pas plutôt que finalement ce serait la puissance, la force de frappe des médias alternatifs qui serait actuellement en jauge avec une stratégie d'étouffement? Voir quelle est exactement, comment vous allez finalement pouvoir atteindre le Premier ministre avec cet ouvrage. De toute façon, je crois que le Premier ministre, il l'a atteint depuis longtemps. Mais comment se voient les effets concrètement? Ce que je pense, c'est qu'il va falloir jouer à la marche, c'est-à-dire il va falloir jouer sur les sites internet en Suisse,
puisqu'une partie de la famille de Manuel Valls est suisse, en Espagne. D'ailleurs, j'ai constaté avec surprise, le premier site à en avoir parlé en Espagne est un site anarchiste, catalan, qui reprend les informations en disant, en gros, nous vous l'avions bien dit, c'est la bourgeoisie catalane, etc., qui est aux affaires en France. Voilà. Et je pense qu'également, il y a des gens qui seraient quand même intéressés aux États-Unis par connaître les positions, pour les moins extrêmement prononcées, pour les moins très engagées, de Manuel Valls, durant au moins une trentaine d'années, quant à la Palestine, et son opposition totale à Israël pendant, je le répète, entre au moins 25 à 30 ans. Même s'il a effectué un revirement depuis, c'est un revirement récent sur peu d'années. Oui. Je pense que c'est une des grandes révélations de ce livre, c'est que personne n'était au courant des positions, je répète, extrêmement marquées. Il était par exemple vice-président de l'association de solidarité, groupe d'études à l'Assemblée nationale d'études sur les territoires palestiniens, il en était vice-président, et en font partie évidemment des gens qui sont très engagés. Il a jumelé sa ville avec le plus grand camp de réfugiés palestiniens du monde, le camp de Khan Younis, qui se trouve dans le territoire de Gaza, et ce sont des choses que les gens ne connaissent absolument pas. Et lui se présente comme le grand ami d'Israël, etc., éternellement lié à Israël et à la communauté juive. Pour moi, c'est une attitude sans doute de façade. Prévoyez-vous des traductions, peut-être en espagnol, en russe? Non, je ne crois pas qu'il faut rêver. Je crois que Manuel Valls, pour le moment, n'intéresse, et encore peu, n'intéresse que les Français. Je crois que pour le moment, c'est un personnage franco-français. Peut-être est-il appelé à un avenir plus important. Petit à petit, il atteint son point d'incompétence. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois que c'est véritablement l'homme qui monte. C'est une des deux branches de l'alternative qui seront disponibles pour le PS en 2017. Ça sera soit François Hollande, soit Manuel Valls, mais il n'y en a aucun autre. Les autres sont sortis du jeu. D'accord. Donc c'est pour ça que cet homme va peser encore pendant très longtemps à l'intérieur de structures du PS. Moscovici a été éliminé. Bon, Ségolène Royal a fait un tour de piste, mais elle ne reviendra pas. Laurent Fabius est trop âgé, etc. Donc on se rend compte qu'à l'intérieur du Parti socialiste, c'est le même candidat, en gros mondialiste, européiste, que ce soit François Hollande ou Manuel Valls, c'est la même ligne qui sera incarnée en 2017. Une ligne qui va parfaitement d'ailleurs avec par exemple un recentrage de Nicolas Sarkozy. Puisque Nicolas Sarkozy, il ne faut pas l'oublier, a proposé à plusieurs reprises à Manuel Valls d'être ministre dans son gouvernement. Ce qu'il avait refusé, mais il ne s'est pas caché pour dire qu'effectivement on lui avait proposé. Et je pense qu'il y a une certaine vision commune d'un certain nombre de points, et que globalement c'est toujours le règne de l'UMPS. D'accord. Qu'attendiez-vous finalement à l'origine de ce livre quand vous l'avez publié? J'attendais rien du tout. J'ai publié des... Mais je dirais, ce qui est extraordinaire, c'est que cumulé sur Internet, les vidéos qui m'ont été consacrées ou que j'ai publiées totalisent plus d'1 600 000 vues. Le livre se situe dans les 100 premières ventes sur Amazon, bien qu'il soit distribué dans très très peu de librairies, uniquement les librairies amies, comme la librairie Notre-Dame de France. Et on peut dire quand même que c'est un succès. Et ce livre n'a fait l'objet d'aucune recension, y compris, ou je devrais dire bien évidemment hostile, hormis 4 lignes dans le Point de cette semaine, où le journaliste a interrogé Matignon, et il lui a été répondu qu'il ne serait fait aucun commentaire sur cet ouvrage. Donc il y a véritablement une conspiration du silence, j'appelle ça la stratégie de l'Edredon, parce que c'est un livre qui est inattaquable. Tous les éléments peuvent être vérifiés, tous les éléments sont sourcés, tous les éléments, en réalité, sont publics, même si les journalistes ou les personnes politiques ou les personnes des associations communautaires étaient forcément au courant, mais ne l'utilisez pas. Manuel Valls est un homme qui a l'habitude de porter plainte pour diffamation très facilement. J'attends sa plainte avec sérénité, mais je ne pense pas qu'elle viendra. Ils ont décidé d'étouffer ce livre. Donc c'est pour ça que je trouve très bien qu'il y ait des sites d'information alternatifs qui m'interrogent,
Parce que c'est le seul système pour passer au-delà de cette conspiration du silence. Alors que c'est un ouvrage qui intéresse, à mon avis, tous les Français, puisque Manuel Valls a de fortes chances d'être candidat aux élections présidentielles en 2017, ou au pire, en 2022. Et d'autre part, c'est quand même l'ancien ministre de l'Intérieur qui, par exemple, a conduit une répression féroce au moment des manifestations, la manif pour tous, jour de colère, ce genre de manifestation, qui refuse le mariage homosexuel, un certain nombre de choses, de changements qu'on appelle sociétaux, mais en fait ce sont des changements moraux. Voilà. Et la police de Manuel Valls s'est conduite d'une manière ignominieuse, qui a été ciblée par un certain nombre d'organisations de défense des droits de l'homme européennes et internationales, et tous les gens qui ont participé, voire qui ont été interpellés illégalement, etc., s'en sont parfaitement rendus compte. Emmanuel Ratier, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à cet entretien à la librairie Notre-Dame de France dans le 5e arrondissement de Paris. Vous allez présenter le livre Le vrai visage de Manuel Valls en nous apportant quelques éléments nouveaux. Alors, première question, pourquoi n'apparaissez-vous pas avec votre visage sur les vidéos que vous faites depuis un certain temps? Pour préserver ma tranquillité et celle de ma famille. Ma librairie a déjà été attaquée 2 fois. J'ai fait l'objet, c'est trop long pour en parler ici, d'attaques, mais j'avais été prévenu à mon domicile ou à d'autres endroits. Et donc j'ai tenu à préserver au maximum mon visage, de manière à ce que je puisse me rendre en plus dans un certain nombre d'endroits. Je parle par exemple de réunions politiques de gauche ou d'extrême gauche, ou d'autres endroits du même type où je ne pourrai plus aller le jour où on connaîtra mon visage. Donc c'est afin de me permettre d'exercer mon travail de journaliste d'investigation dans les conditions les meilleures possibles. Cet anonymat, en fait, vous permet d'aller dans des milieux aujourd'hui, de faire des investigations dans des milieux où, si vous étiez connu par vos traits, vous pourriez avoir des ennuis, finalement. Mais, pour être très clair, quand j'ai publié Mystère et secrets du Mnaïmrite, l'essentiel des archives que j'ai trouvées, je les ai trouvées à la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle. D'où l'utilité de ne pas se faire reconnaître voilà. Directement. Je pense que, d'ailleurs, j'y suis retourné depuis, on m'a mis à la porte. D'accord. Voilà. Donc le métier d'investigateur de terrain devient dur. Devient très difficile, et les gens qui racontent leur vie, qui mettent des photos, des vidéos, leurs passions, etc., sur des sites comme Facebook, ne se rendent absolument pas compte de ce qui va leur arriver, parce que pour peu qu'ils ne soient pas dans une pensée conforme, et qu'ils soient donc dissidents, anticonformistes, alternatifs, etc., on leur reprochera encore dans 30 ans en utilisant ce qu'ils ont pu publier quand ils avaient entre 15 et 18 ans. Voilà. D'accord. Ça n'est qu'à nous qu'on le fait, hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. L'extrême gauche, c'est très très bien vu de venir de l'extrême gauche. Mais veut dire de ce qu'on peut appeler le milieu, par exemple, national, ou le milieu catholique de tradition, c'est très mal vu. Alors, sur ce livre, quoi de neuf